Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec le docteur Bourgeois. Ça fait un petit moment à parler de traumatologie, des dents cassées. Et ouais, Et tu as pas mal de nouveautés aussi à nous donner. on discuter de petites choses un peu sympas de science. Voilà. Bon, les gars, en tout cas, je lance le générique et après on démarre. Job, you can't ignore it. I'm transforming now these cars and planes, I'm always boarding. Just out touring down in Charlotte like I play. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te représenter? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Donc, je suis le docteur Bourgeois, je suis chirurgien dentiste. Je travaille une partie à l'hôpital, une partie en cabinet libéral et une partie en clinique privée où je fais de la chirurgie sous anesthésie générale. Et dans mon activité, j'aime bien la traumatologie et donc j'en ai pris pas mal en charge et du coup j'ai été confronté à des difficultés, donc j'ai cherché etc. comment avancer, comment galérer, travailler avec d'autres personnes, tout ça. Ouais, parce que tu étais aux urgences en trauma. Ouais, j'ai travaillé pas mal à l'hôpital d'urgence tête et cou et donc on prenait en première intention les patients qui étaient traumatisés, donc au niveau dentaire mais aussi d'autres traumas, maxillo-facial, de la tête, donc il y a des neurologues, il y a des ORL, il y a des neurochir, enfin c'est très complet. Ouais. C'est ultra enrichissant. On va parler aussi mais du coup des nouveaux traitements que tu me parlais en off et j'ai trouvé ça incroyable. Pour ceux qui ne me connaissent pas moi, c'est Clément Marcoux, j'ai un DES en performance sportive et une maîtrise aussi spécialisée dans le sport de haut niveau que j'ai effectué à l'INSEP. Donc on va commencer. Tu sais, quand on parle de traumatologie, de plus en plus, je ne sais pas si c'est parce que tu es intervenu, mais j'ai l'impression que beaucoup de gens, alors c'est peut-être suite à notre vidéo, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté, tu sais, qui se sont cassés une dent. Ouais. Et en fait, non, quand ils se sont cassés une dent, c'est pas resté une douleur qui est restée qu'au niveau de la mâchoire. Ah oui. Ils m'ont témoigné qu'ils avaient eu mal à l'épaule, qu'ils ont eu mal, par exemple, au poignet. Ils avaient eu des douleurs chroniques qui sont apparues dans le reste du corps. Est-ce que c'est normal, ça? Alors, c'est ce qu'on peut appeler des douleurs irradiantes. Effectivement, la dent, c'est un organe qui est juste incroyable. Mais par contre, la dent, tu peux pas chatouiller. Tu peux pas mettre du froid, tu peux mettre du chaud. La dent, elle connaît douleur, pas douleur. Tu n'as que deux options dans ta dent. C'est-à-dire tu tapes dessus, ça fait mal. Voilà, tu ne connais pas les autres choses, la sensation, la caresse ou quoi. Et donc, dès que tu as un stimuli qui arrive sur la dent qui n'est pas agréable, la dent, elle transforme ça en douleur. Et comme c'est une douleur qui peut être très très forte, eh ben, ça va remonter dans ton nerf qui est accroché à ta dent. Ça va remonter jusqu'à ton oreille là derrière. Et ça peut irradier vers le cou, vers la tête. Ça peut donner des migraines. Et donc, c'est des gens qui peuvent avoir des douleurs très importantes sur des trucs dentaires où tu connais pas l'origine. Les gens vont te dire j'ai mal à la mâchoire. En fait, ça vient d'une dent. Et tu vas chercher plein de choses, faire des radios, des scanners. Ben, le problème, il venait d'une dent. Parce que tu as une fêlure. Typiquement, chez le sportif combattant, truc très classique, c'est la fêlure. C'est pas la fracture directe où le mec il sort avec sa dent dans la main en disant on arrête le combat. C'est il fracture sa dent, il la fêle en deux. Tu as une petite fissure entre deux morceaux de dent. Et ça peut durer 2 jours, 3 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et le mec, il finit par avoir une infection de la dent. Et c'est passé à bas bruit, quoi. Tu vois, ça s'est passé. Et ça, on le voit beaucoup chez les sportifs qui serrent fort les dents. Et tu le vois des fois, moi je l'ai déjà vu sur des mecs qui font de la muscu à haut niveau, qui soulèvent très lourd, en serrant tellement fort, ils n'ont pas de protège-dents, ils serrent tellement fort qu'ils fracturent leurs dents en longitudinal, quoi. C'est assez incroyable. Ouais, il faut savoir que les powerlifters, ils ont des protège-dents spécifiques pour pousser. J'ai découvert ça, ouais. À la salle où je vais, effectivement, il y a des gens qui font du power, et en fait, il y en a, ils ont le protège, bon, la ceinture, le machin, mais il y en a qui mettent le protège-dents, et tu te dis, ouais, c'est normal. Qui est différent d'un protège-dents qu'on peut retrouver en boxe. Hein. C'est un protège-dents de serrage. C'est un protège-dents qui protège à ta force de compression pour la répartir au mieux. C'est comme dans les films, tu sais, quand tu te fais arracher une jambe ou n'importe dans les films historiques, là, on met un morceau de cuir entre les dents et on te fait serrer sur un morceau de cuir. C'est ça en fait, c'est pour serrer quelque chose et pas éclater ton émail. Parce que t'es pas fait pour serrer très très fort émail contre émail. Sinon c'est comme une assiette contre une assiette, ça casse quoi. Ah, bien sûr. Et du coup, tu recommandes quoi, toi, de faire un bilan régulièrement pour voir si tout va bien quand tu es un athlète professionnel? Alors, normalement, les athlètes de haut niveau, ils ont une fédé avec la fédération et ils ont des examens dentaires chez des gens qui sont habitués à avoir des sportifs de ce sport-là. Donc, ça peut être le handball, le volley, tout ce que tu veux. De toute façon, pour la population de gens qui nous regardent peut-être aujourd'hui, c'est pas forcément des athlètes de haut niveau, mais c'est des gens qui pratiquent, quoi. Il faut avoir un dentiste qui connaît votre pratique, à qui vous allez le voir en disant moi, je fais ça. En fait, je fais de la boxe, je fais du MMA, etc. Donc, je suis soumis au choc. Et peut-être lui demander un protège-dents sur mesure, un protège-dents particulier, pas un truc du commerce, mais quelque chose qui va bien, tu puisses respirer avec, tu puisses bien ventiler, etc.
pas rouge, parce que tu vois pas le sang sur un protège-dents rouge. Donc, on fait des protège-dents qui sont bleus, verts, mais pas rouges. Et faire un bilan tous les ans pour vérifier que ton état dentaire il est OK, que tu n'as pas de particularité, etc. Oui, parce que ça, c'est quelque chose, effectivement. Alors, souvent, quand tu vas aller à l'armée, moi, quand j'avais été engagé à l'armée, ils vérifient les dents, ils vérifient aussi. Hein. Alors, moi, je suis militaire, je suis réserviste, donc du coup, je travaille pour l'armée sur les aptitudes dentaires des gens. Donc, en fait, moi, je vois des combattants qui partent au combat, hein, et ces gens-là, leur objectif, c'est de savoir si leur niveau dentaire est acceptable pour pouvoir partir et justement ne pas être emmerdé sur un théâtre de guerre quand tu n'as pas de dentiste sous la main. Donc on check effectivement qu'ils n'aient pas de caries, qu'ils n'aient pas d'infection, qu'ils n'aient pas des dents à moitié rentrées, à moitié sorties, tu vois, typiquement les dents de sagesse. Et je fais une petite aparté là-dessus, les dents de sagesse, c'est très à risque chez les combattants. Parce qu'en fait, tu sais, la dent pousse dans la mâchoire, au niveau de l'angle là, et en poussant, elle crée une zone de faiblesse de ta mâchoire. Donc quand tu prends un crochet, ben en fait, tu casses fréquemment sur cet angle-là. D'accord. Et moi, j'ai vu plein de gens qui venaient, baston, tout ce que tu voulais, aux urgences, sur lesquels ils avaient 17, 18 ans, tu vois, 19 ans, sortis de boîte. Ils avaient pris un gros coup, ils avaient la dent de sagesse en train de pousser, donc ils avaient une zone où il n'y avait pas d'os, il y avait la dent au milieu. Et donc, bah, tu as moins d'os, plus de faiblesse, tu prends un coup dedans et tu casses au niveau de l'angle de la mandibule. Ça, c'est assez fréquent. Du coup, quand tu as des dents de sagesse en train de pousser et que tu es boxeur ou que tu es. Voilà, faut faire attention à ça. Parce que tu sais que tu es quand même plus fragile à cet endroit-là. Tu peux casser plus facilement. Alors, c'est pas dramatique, mais il faut le savoir, quoi. Tu recommandes de les enlever, toi, les dents de sagesse? C'est du cas par cas. Avant, on faisait tout enlever. À l'armée, typiquement, tu disais le gamin, il veut s'engager à 18 ans et dents de sagesse, il faut tout enlever. Maintenant, les recommandations, elles sont claires. Tu sais, c'est la haute autorité de santé qui pose les recommandations. Donc maintenant, il y a des choses qui sont assez claires. C'est-à-dire que si ta dent de sagesse, elle pousse, elle n'a pas posé de problème, tu la surveilles, tu attends qu'elle pousse. Si jamais elle a posé un problème, tu médicamentes avec un antibiotique, par exemple, et tu surveilles. Et il n'y a que si ton problème est récidivant que là, ton dentiste va te dire, là, on peut poser la question d'extraire les dents de sagesse. Ça se fait souvent avec l'orthodontiste qui voit la place qu'il y a, etc. Mais c'est du cas par cas. Tu ne peux pas faire de généralité dessus. Oui, parce que c'est vrai, moi, je me suis fait enlever les dents de sagesse quand j'étais jeune. Je suis sorti, j'étais un hamster. Hein. Ouais. En fait, ton corps... ils m'ont endormi, oui, anesthésie générale. Anesthésie générale, ouais. En fait, quand tu te fais une opération, ton corps réagit, fait un œdème. Sauf que toi, tu n'en as pas besoin de cet œdème. Toi, tu te dis, c'est bon, j'ai compris ce qui s'est passé, je ne me suis pas pris un coup, tu n'as pas besoin de me tenir au courant que j'ai pris un coup. Sauf qu'on ne peut pas supprimer cet œdème complètement. Donc, on te file des anti-inflammatoires, des corticoïdes, on te file des antidouleurs. Mais pendant quelques jours, comme on est passé pour ouvrir la mâchoire, enlever les dents et refermer, tu as de l'œdème, quoi. C'est la seule anesthésie générale que j'ai subie. Et d'ailleurs, c'est très particulier parce que je pensais que je n'avais jamais fait d'anesthésie générale auparavant. Et en fait, j'ai fermé les yeux, je me suis réveillé. C'est assez particulier. Et ouais. Moi, mes patients, j'en opère du coup sous anesthésie générale et on dit que c'est du on-off-on. C'est-à-dire, tu t'endors et tu te réveilles, tu rêves pas, ça dure 1 seconde. Ah non, mais moi, c'était. Je te dis, j'ai fermé les yeux. D'ailleurs, j'avais dit un truc, je sais plus ce que j'avais dit au chirurgien, mais j'avais dit que ça m'endormirait pas leur truc. Ouais. Écoute-moi bien, je suis parti, j'ai rien compris et surtout et je te dis, je me suis réveillé en salle de réveil. Salle de réveil, ouais, SSPI. En fait, on dit souvent au bloc, nous, l'anesthésiste gagne toujours. En fait, quand même, quand tu as des mecs hyper baraques et tout, le gars, il pousse son produit, terminé, quoi. Et ce qui est intéressant à faire aussi, c'est que tu as une toute petite amnésie des 10 secondes à peu près quand on te met le produit où tu te rappelles pas trop, c'est un peu flou, tu te rappelles pas vraiment. Et du coup, tu donnes des mots aux gens à retenir, mais qui n'ont rien à voir. Genre, tu leur dis parapente et ils te disent promis, je vais m'en souvenir, vous allez voir. Et en fait, ils s'endorment et quand ils se réveillent, tu dis vous vous rappelez de quoi on a parlé? Non, de parapente. Ah non, pas du tout. Je me rappelle pas du tout. Et moi, ça m'avait fait froid, tu sais, tout au long du bras. Je sais pas si c'est toujours la même anesthésie. Hein. Ouais, c'est du propofol. Ça peut faire froid ou chaud. Des fois, ça brûle un peu quand c'est injecté vite. Mais le patient, il le sent un peu monter dans la veine. Ouais, c'est ça, m'avait fait ça, moi. Et du coup, quand c'est poussé fort, les gens, ils disent je sens une sensation un peu parce Et ça n'avait pas duré longtemps, moi. 5 secondes après, c'est terminé. Ouais. Ah, c'est incroyable. Ouais, l'anesthésie générale, c'est un monde assez fou. Ouais. Et, parce que tu sais, il y en a, ils se font enlever les dents de sagesse sans l'anesthésie générale, mais là, c'est dur, non, quand même? C'est lourd, non? Au cabinet, alors, des fois, on fait 1 par 1, des fois, on fait 2 par 2, et des fois, on fait les 4 d'un coup au cabinet. Alors, tout le monde ne le fait pas. Il faut avoir quand même l'habitude de la chirurgie, parce que, tu vois, tu as un patient qui est là, il faut intervenir. Ouais, parce que combien de temps tu mets pour enlever les dents de sagesse? Il y a des dents qui vont mettre 3 secondes à partir, vraiment qui sont hyper favorables. Et puis des fois, tu peux passer 1 heure sur une dent, quoi. Quand le truc est... Alors, 1 heure, j'exagère un peu, mais quand tu débutes sur les dents de sagesse et que tu commences, tu peux facilement passer 20-25 minutes par dent. Ce qui veut dire que quand tu te fais 4 dents, ça fait 2 heures, tu vois, bouche ouverte. C'est vraiment pas cool. Après, des chirurgiens qui ont l'habitude, ils vont mettre 10 minutes par dent, en 40 minutes, ils te font les 4 dents de sagesse et ça se passe bien, quoi. Ça t'évite l'anesthésie générale, qui est quand même un risque qu'il ne faut pas négliger. L'anesthésie générale, ça reste un coma artificiel. Quand tu le fais pour une chirurgie esthétique, on te dit bien,
voilà, vous faites une chirurgie esthétique de quelque chose, voilà, on vous met dans le coma quand même, tu vois. Oui, non, mais même après l'entraînement, quand j'ai repris, 2 semaines après, j'avais encore des lacunes. Hein. Ouais. Tu le sens, je pense que même ça met des mois et des mois, vraiment. J'ai jamais regardé réellement, mais il faudrait que je m'y penche dessus sur ça, tu vois. Alors, il n'y a pas d'étude qui interdit l'anesthésie générale en disant, sinon on pourrait pas le faire, je sais pas moi, pour des prothèses mammaires ou n'importe quoi. Bien sûr. Mais par contre, moi, tu vois, j'ai déjà opéré des enfants qui étaient multi-opérés. Moi, j'ai repéré pour la bouche, mais qui avaient été opérés pour le crâne, pour le cerveau. Ils ont été à 6 ans, ils ont eu 10 anesthésies générales déjà. Wow. Et ils sont normaux. C'est-à-dire, développement cognitif, ils vont très très bien. D'accord. Mais c'est sûr que ça reste une drogue qui va dans ton cerveau, qui va dans tes reins, qui va dans ton foie. Et donc, si tu peux l'éviter, tu l'évites, quoi. En tout cas, moi, je l'éviterai au maximum. Alors, tu sais, ma dentiste me disait un truc et j'ai pas osé le croire. Moi, je suis quelqu'un d'ultra douillet et du coup, même quand elle me faisait un détartrage un peu approfondi, je lui disais de m'anesthésier un petit peu, tu vois. Ouais. Et elle me disait qu'il y en avait, ils faisaient des soins, ils voulaient quasiment pas être anesthésiés, quoi. Tellement ils craignaient l'anesthésie. Est-ce que ça t'est arrivé, ça, toi? Ouais, moi, je l'ai eu une fois. Enfin, oui, ça arrive. Il y a des gens, ils ont tellement peur de la piqûre d'anesthésie qu'ils sont prêts à encaisser la douleur. Ah, mais c'est pas possible. En fait, il y a un truc très psychologique sur la piqûre. Le fait tu vois, la piqûre, ça fait très peur aux gens. Alors que le détartrage, machin, alors qu'il vaut mieux une piqûre qui fait pas mal et qui t'endort la zone. Moi, à l'armée, j'avais eu un jour un mec qui était légionnaire et qui m'avait dit, moi, pas de piqûre. Je subirai tout sous anesthésie. Et je lui dis non, en fait, ça va pas être possible. Enfin, c'est sûr que vous allez horriblement souffrir. Il m'a dit, moi, pas de piqûre. Donc je lui dis, on commence. Je devais lui enlever une dent. Je lui dis, on commence. Ah, je peux pas. Je pose le davier, enfin, tu sais, la partie. Je commence à faire, et en fait, je vois qu'il rentre ses mains dans le fauteuil, mais genre, et du coup, je lui dis, c'est pas possible. Moi, je peux pas faire ça. Et le gars, il me dit, mais moi, pas de piqûre. Il venait des pays de l'Est, tu vois. Il me dit, moi, pas de piqûre. Et je lui dis, en fait, je peux pas. Je suis désolé, mais moi, je ne peux pas travailler dans la douleur, c'est impossible. Et du coup, je ne l'ai pas fait. Et je lui ai dit, vous voyez avec votre chef, parce que tu sais, ils ont des chefs à l'armée, vous voyez avec votre chef, mais moi, je ne ferai pas un soin, enfin une extraction d'une dent abîmée. Attends. En fait, on est tellement habitué à un confort, mais même pour toi, quoi, pour le patient, tu as un confort où tu viens, tu vois, moi, je mets la télé au plafond. Tu vas chez le dentiste, tu as la télé au plafond, tu regardes ton match, ton machin. Il faut que ça soit agréable, quoi, en fait, quand tu vas chez quelqu'un. Déjà que ça fait peur, le dentiste. Déjà que ça fait peur, on a un métier qui est... Bon, franchement, moi j'ai peur, vraiment, pour le coup, je te dis franchement. Moi, je t'avoue, je suis un peu hypersensible comme type, tu vois comment on a les discussions qu'on a, mais moi, j'ai beaucoup souffert au début. Tu arrives, tu rencontres quelqu'un, tu vois, Clément, le mec, il vient te voir, il te dit, bonjour, docteur, je vous préviens, je vous aime pas, de base. Je pense que j'ai jamais rencontré. Ouais, mais moi, le dentiste, ça me fait peur. Et en fait, quand tu débarques dans ce métier... et que toute la journée tu prends la négativité des gens qui disent je vous préviens, je vous aime pas, comme quand t'es flic, quoi, en fait. Ouais, bien sûr. C'est horrible psychologiquement. Ah, tu m'étonnes. Moi j'ai mis des années à me dire c'est pas contre moi, tu vois, c'est genre juste ils sont négatifs et après tu leur fais changer leur truc. Et après moi, même patient, maintenant ils reviennent, ils kiffent, quoi. On met la musique au cabinet, on met la télé, il y a des cadeaux pour les enfants, enfin bref. Ah ouais. Et du coup, tu sais, j'avais vu un jour un reportage et un médecin qui disait que on pouvait pas arracher une dent si la personne n'était pas anesthésiée, il pourrait en mourir de douleur. Est-ce que c'est vrai, ça? Alors, mourir de douleur, je sais pas, parce que c'est quand même un truc, je pense que... voilà. Mais par contre, tu peux faire un malaise sur la douleur, ça c'est vrai, et tu peux mourir d'un malaise. Oui, bien sûr. Si on ne met pas en PLS ou quoi. Mais mourir de douleur, je pense que c'est une extrapolation. Oui, je pense que c'était une expression, parce qu'au Moyen-Âge et tout, ils faisaient comment alors, on t'a étudié ça, par exemple? Ouais. Alors, avant, tu sais que les chirurgiens, c'était pas des médecins. Au début, quand ça s'est développé, tu avais les barbiers qui étaient des chirurgiens, qui étaient les opérateurs manuels, et puis les médecins qui étaient les mecs de science. Et en fait, ça s'est regroupé après. Et les dentistes, ils faisaient de la chirurgie, ils travaillaient de leurs mains. Et donc, quand tu voulais soigner une dent, donc, je te refais très vite le truc, en fait, quand tu as une inflammation dans une dent, tu as une pulpe qui est fermée, une cavité qui est fermée, et cette cavité veut augmenter en pression dans un truc fermé. Donc, ça ne marche pas. Ton émail est dur, ta dentine est dure, et du coup, ça fait très, très, très mal. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On t'anesthésie, on fait un trou dans la dent avec une fraise, on vire la pression, on soigne la dent, on dévitalise, machin. À l'époque, tu n'avais pas de fraise. Du coup, les mecs, ils faisaient quoi? Ils prenaient un marteau, un burin, et ils te cassaient la dent. Wow. Et en fait, en cassant la dent, ils libéraient la pression, et ça allait mieux. Ils faisaient ça à vif, quoi. Donc le mec, il disait, c'est elle qui fait mal. Et donc t'imagines, donc forcément, je pense qu'ils mourraient pas tous de la douleur là-dessus, mais ça devait être quand même sordide. Et les Américains, ils disent que les douleurs dentaires, ça fait partie des douleurs les plus violentes qui puissent exister. Et il y en a certains qui appellent ça des suicidal pain, des douleurs suicidaires, tellement c'est violent, tu vois. Comme une douleur dentaire, ça peut aller à 10 sur 10 en douleur. Ça fait partie des douleurs. Ah non, mais de toute façon, on le sait, ça, et les otites, moi, une fois, j'avais une rage de dents. Ouais. J'étais très jeune, du coup, et c'était avant que je me fasse enlever les dents de sagesse. J'aurais pu me taper la tête contre le mur. Et moi j'ai eu une fois aux urgences un patient qui arrive hyper... J'étais jeune, hein.
J'étais encore étudiant. Il arrive hyper agressif. Mais quand je te dis hyper agressif, je pensais qu'il voulait taper tout le monde. Hyper violent et tout. Et j'étais aux urgences, j'étais le seul étudiant dentaire, quoi. Et le médecin vient me chercher, il me dit on va appeler la sécu et tout. Il est très très agressif, quoi. Et donc il avait très mal à une dent. Je le vois. Et le gars est vraiment, j'avais peur qu'il me morde, tu vois, tellement était. En plus, c'était un bon gaillard. Je me dis oh là là. Et donc je lui fais l'anesthésie dentaire. Je prends mon truc, je fais la piqûre. Donc à l'endroit où il fallait, je me dis une piqûre qui endort tout ça. Au bout de 20 secondes, je vois le mec, tu sais, il était comme ça, il fait. Et là, il me dit merci beaucoup, monsieur, mais vraiment. Et il devient doux comme un agneau. Et en fait, il me dit je vous rendais pas compte la douleur. Il me dit je voulais qu'on m'arrache la tête, quoi. Oh non, mais je vais le croire. Ah putain, et ça m'a, je te jure, ça m'a marqué. C'était peut-être en 2015. Non, mais ça, je veux bien le croire. Non, mais c'est passionnant, c'est passionnant aussi. Moi, j'aime beaucoup parler un peu de l'histoire des métiers, de chirurgie, de l'évolution technique, etc. Et tu trouves qu'il y a eu des évolutions, toi, depuis que tu as commencé à exercer? On a beaucoup d'évolutions dans les biomatériaux. En fait, la fraise, ça reste la fraise. Enfin, voilà, ça, on a des petites évolutions avec les ultrasons. Mais par contre, les matériaux qu'on va utiliser pour soigner les dents, là, il y a des évolutions assez folles. Et on essaye, tu sais, c'est le biomimétisme. On essaye de se rapprocher au plus de la nature. Et donc là, actuellement, il y a un matériau qui s'appelle la biodentine. Donc la dentine, tu connais, émail, dentine, pulpe. Émail, c'est le bouclier, dentine, c'est l'organe vivant, et la pulpe, c'est le nerf et la vascularisation. Et en fait, la biodentine, c'est un matériau qu'on a dans nos tiroirs et qu'on va mettre et qui vient imiter la dentine. C'est hallucinant, mais ça vient faire comme si c'était une dentine naturelle. Alors qu'avant, on mettait des résines, des couronnes, des machins. Aujourd'hui, avec la biodentine, tu es capable de réparer une dent presque comme si elle n'avait pas été abîmée. Et ça, c'est 2010, quoi. Donc, tu vois, moi, j'ai commencé, moi, je passais mon bac en 2008 ou 2009. Ah ouais. Donc, quand je suis arrivé dans mes études, ça a commencé effectivement à être. Oui, parce que moi, j'ai connu l'époque du plomb. J'ai eu des plombs, moi. Ouais. Alors, ça, c'est interdit maintenant. Tu sauras qu'on ne met plus d'amalgame. Enfin, tu vois, c'est en cours d'interdiction. On ne met plus d'amalgame, ça contient du mercure. Et mercure, c'est des métaux lourds. Et donc, pour éviter que les patients soient contaminés, potentiellement, machin, on a dit, on a plein d'autres matériaux. Même tu touchais avec un truc à, je sais pas avec quel métal, ça te faisait comme ça s'appelle l'électrogalvanisme, ça. C'est un truc de fou. En fait, ça fait une pile dans ta bouche. Entre ta fourchette en métal, ton plomb et la salive qui sert de lien entre les deux, une électrolyse, quoi. Et ben en fait, ça faisait une pile. Et donc, il y avait des gens, ils disaient, moi, la fourchette, je sens un goût métallique dans la bouche et tout. En fait, ça venait de là. Ça peut venir de ta couronne en métal, de ton plomb. C'est assez passionnant. Mais là, ça n'existe plus maintenant. Alors, ça existe toujours, mais c'est plus autorisé d'en mettre, sauf sous certains trucs, par exemple, un patient handicapé, des choses comme ça. Mais tu t'en achètes plus, quoi. Quand tu es dentiste, que tu sors de la fac là cette année, ils apprennent pas à en faire, quoi. D'accord, ok. Oui, maintenant, c'est de nouveaux matériaux. Du coup, ça va faire rebondir un peu au sujet, un des sujets de la vidéo, et que tu m'en as parlé en off, parce que donc on explique un peu les nouvelles techniques et nouveaux matériaux. Et tu me disais que maintenant, ça, je trouve ça incroyable. On utilise les cellules souches des dents pour venir soigner d'autres parties du corps, quoi. Alors, déjà, on utilise les cellules souches des dents pour soigner les dents elles-mêmes, ce qui est déjà hallucinant. C'est incroyable. T'imagines, ça paraît fou. Et on essaye de faire des études pour voir si on ne pourrait pas récupérer ces cellules souches pour soigner d'autres parties du corps. Donc, en fait, la cellule souche, tout le monde sait à peu près ce que c'est. Mais personne, tu vois, si t'es pas scientifique, moi je suis pas scientifique de formation, je n'ai pas fait un doctorat en biologie. Par contre, j'aime bien ça, donc je regarde un peu, j'essaie de vulgariser. La cellule souche, en fait, c'est une cellule qui est capable de donner d'autres cellules, d'autres types de cellules, de la peau, du muscle, de l'os ou quoi. Et dans les dents, on s'est rendu compte qu'il y avait des cellules souches. Dans la pulpe des dents, on s'est rendu compte dans les dents de lait, qui sont très jeunes et qui ont un fort potentiel, dans le ligament entre la dent et l'os. Donc il y a plusieurs endroits où on peut récupérer des cellules souches. Et donc là, ils ont fait une étude 2009. Alors 2009, tu vois, ça commence à dater un peu. Ils ont fait un truc incroyable. Ils ont enlevé des dents de sagesse du haut à quelqu'un. Ils ont récupéré des cellules souches. Ils les ont mis en nourrice. Ils les ont développées, quoi, dans une boîte de pétri. Et ensuite, ils ont enlevé les dents de sagesse du bas à un mec, au même mec. Et d'un côté, ils ont réimplanté les cellules souches qu'ils avaient mis dans une petite pansement. Et dans l'autre, ils ont laissé cicatriser naturellement. D'accord. Pour voir ce que ça donnait. Et le résultat, c'est hallucinant, c'est que l'endroit où ils ont mis les cellules souches, des cellules, hein. Oui, bien sûr. Quand ils ont mis les cellules, il y a eu 50% d'os cicatrisés en plus, là, que là. Wow. C'est-à-dire que tu imagines, tu as une fracture de la mâchoire. Tu perds un bout de ta mâchoire, tu as une ostéonécrose ou quoi, on récupère des cellules souches dans une dent de sagesse, à toi, on la met en nourrice, on te la refond, on refait de l'os. Hallucinant. Truc qui paraît juste délirant, les mecs en 2009 l'ont fait. Alors c'est impatient, machin. Mais ça fait rien quand même. La probabilité que ça soit dû au hasard, elle est quand même impossible. C'est pas dû au hasard, ça marche sur les souris, ça on le sait.
Par contre, tu sais que souris-homme, c'est un peu compliqué. Oui, non, mais voilà. bien sûr, on ne peut pas mais tout transférer. Il y a des mecs qui sont scientifiques qui font que ça. Et d'ailleurs, à la fac de Montpellier, il y a des gars qui sont dans des labos et qui font ça. C'est big up à eux parce que c'est assez incroyable, tu vois. Et ils bossent là-dessus pour trouver les bons marqueurs qui te disent quand tu mets la cellule à tel endroit, son environnement fait qu'elle va devenir ça. Et l'inflammation dont tu parlais pour tes dents de sagesse, là, quand tu t'es fait enlever, l'inflammation, c'est un facteur qui est obligatoire pour dire aux cellules hey, je te donne des signaux, il faut que tu me fasses ça comme tissu. Il faut que tu me fasses de l'os ou il faut que tu me fasses du tissu musculaire. Ou quoi. Et là, ils voudraient prendre des cellules souches dentaires et les foutre dans le cœur en cas d'infarctus. D'accord. Tu fais un infarct et le mec, il te fout tes cellules là et il te dit bah, ça s'est nécrosé. On refait du cœur avec. Quoi. Ouais, parce qu'en fait, on part du principe que peu importe où tu vas venir cultiver ces cellules souches, elles ont quasiment le même effet et la même mission en quelque sorte. En fait, ta cellule, elle part de je peux tout faire quand tu es un fœtus, quoi. Et plus elle grandit et plus elle se développe en quelque chose de différent. Oui, elle devient spécifique. Quoi. Voilà, exactement. Elle se différencie. On n'arrive pas à la ramener de la peau à zéro. Ça, c'est impossible. Oui. Par contre, on essaie de récupérer quand elle est le plus bas possible pour lui dire ah, toi, tu peux encore un gros potentiel. À l'échelon. Exactement. Et ça, c'est assez incroyable. Et dans les définitions des cellules souches, une cellule souche, quand elle se différencie en deux, elle te donne une cellule qui va faire du muscle, par exemple, ou de la dent, et une cellule qui refait une cellule souche. Ce qui veut dire que le truc est infini. T'en as une qui se refait, et t'as l'autre qui fait autre chose. Oui, parce que j'avais vu que quand elle était en quelque sorte attribuée à une mission, elle était incapable d'en faire une autre, ou je sais pas trop quoi. Je crois que j'avais vu un truc pareil. En fait, quand elle est mise dans un milieu, dans ton muscle, elle va faire du muscle. Par contre, si tu la sors de ce milieu, tu lui vires sa mission et tu lui donnes une autre mission, là, elle peut faire autre chose. Mais c'est l'homme qui va le faire. C'est toi qui prends là. Oui, voilà. Oui, non, mais bien sûr. Oui, c'est ça que je voulais dire. Mais par contre, c'est pas. Elle-même ne va pas les réparer. Après avoir réparé un endroit, elle n'est pas capable de se dire je vais réparer autre chose. Ça, non. Par contre, elle répare déjà très bien son endroit. Quand tu te coupes, le corps humain, c'est un truc de malade. Quoi. Ah oui, non, mais il y a beaucoup de power. Tu sais qu'ils se font injecter des cellules souches, etc. Ah oui. C'est vachement connu, même encore. Tu vois. C'est Thor en ce moment. Tu sais, il a un traitement à base de cellules souches. D'ailleurs. Ah non, je savais pas. Ouais, ça. Et d'ailleurs. D'ailleurs, ça c'est ouf parce qu'à un moment donné, tu le vois, il se fait piquer sur un parking carrément par son médecin parce que c'est un peu interdit, tu vois. C'est un peu bizarre aux États-Unis, tu sais, c'est un peu encore à l'état expérimental, tu vois. Mais ils ont tellement des résultats exceptionnels sur certains sportifs que il y en a qui vont en Suisse, j'ai vu. Après, nous, en France, on a ce qu'on appelle la loi de bioéthique, qui est une loi qui est assez carrée et qui interdit les dérives et des choses comme ça pour éviter justement les organismes modifiés. Aux États-Unis, ils sont beaucoup plus light avec ça. Et donc, mais même, tu vois, le mec, il est peut-être beaucoup plus light, mais en attendant, j'ai l'impression que le mec aussi, il peut pas le faire en cabinet, quoi. Tu vois, donc à mon avis, c'est l'autre qui a dû lui dire, écoute. C'est où ma carrière elle est foutue ou il faut que tu m'envoies ça quoi, sinon je suis foutu. Après quand tu t'as plus rien à perdre, tu tentes tout quoi. Oui, bien sûr. Et puis au final, il risque plus ou moins rien. C'est ce que disait un biologiste, je crois. Il avait dit que de toute manière, c'est sur lui-même. À moins de faire une infection, il parlait. Oui, mais sinon, au même titre qu'une piqûre, de toute manière. Les mecs qui s'injectent du Synthol ou je sais pas quoi là, dans les muscles, ils risquent que pour leur corps quoi. Tu vas pas te faire emprisonner parce que tu as fait ça. Oui. Donc non, mais après il y a des expérimentations. Mais tu vois ce qu'on dit là maintenant en 2024. D'ailleurs, bonne année. Bonne année, les amis. Et en 2024, dans 10 ans, on rigolera. Les mecs qui regarderont nos vidéos en disant putain, mais la bolosse à l'époque. C'est clair, j'étais encore à ça. Ils parlaient de cellules souches et tout, alors que maintenant, aujourd'hui, tu achètes des patchs en pharmacie, tu le fous 2 jours sur ta jambe, tu le mets là après, terminé. Oui, parce qu'il y avait des inconvénients sur les cellules souches, il fallait être compatible. C'est assez complexe quand même. Entre les personnes, c'est compliqué. Par contre, pour toi-même, normalement, ça se passe quand même assez bien. Mais tu vois, ils ont découvert un truc qu'ils pensaient pas vrai. Ils pensaient que l'os, c'était de l'os. Et en fait, quand tu es un fœtus, tu as donc le développement des tubes neuraux, donc qui sont plusieurs arcs bronchiaux, etc. Et en fait, l'os de la mâchoire, il ne vient pas du même arc bronchial que l'os du fémur. Donc en fait, quand tu prends de l'os de fémur ou de péroné pour refaire une mâchoire, l'os prend, mais ils font beaucoup plus vite. Ah oui. Alors que si tu prenais de l'os de mâchoire pour refaire de l'os de mâchoire, ça marcherait mieux. Et en fait, ça, ils ne savaient pas au début. Ils disaient, c'est le même mec, ça va marcher, c'est sûr, tu vois. Il ne peut pas être incompatible à lui-même. Mais il y a quand même des spécificités et qu'on découvre année après. Oui, j'ai vu une étude même sur des spécificités que si tu te fractures, par exemple, le radius, ça n'avait rien à voir, ce que ça allait rejeter dans ton organisme, ça n'avait rien à voir avec le fait de se fracturer le tibia, par exemple. Ah oui. Donc c'est comme des organismes différents, en fait. C'est pas les mêmes facteurs d'inflammation. C'est assez incroyable. Et même le pied et la main, c'est deux choses. Enfin, tu parleras avec Fred, mais le pied et la main, c'est deux choses qui sont très différentes sur le type de cicatrisation, les contraintes, les charges. Et puis il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. On n'a pas les outils, on n'a pas des yeux bioniques pour voir les facteurs d'inflammation, exactement les molécules et tout. Tu vois les études qui sont faites. J'ai une très bonne amie là, qui a bossé, elle a travaillé dans les facteurs de l'autisme dans l'allaitement. C'est-à-dire qu'est-ce qui passe dans le lait de ta propre mère
qui passe dans ton sang à toi, qui protège ton cerveau contre l'autisme. Ouais, bien sûr. Et donc, elle passe 3-4 ans en labo à étudier une molécule qui passe la barrière hémato-encéphalique. Enfin, c'est un truc de malade, quoi. Ah ouais, non, mais ça aussi, il y a plus en plus de personnes qui en parlent de ces récepteurs et tout, là. Tu vois, l'hypersensibilité, il faisait un peu il faisait le comparatif avec ce qu'on a trisomie 21, c'est ça, ouais. Hein. Et pourquoi eux, tu vois, ils ont un gène en fait particulier qui fait que, et je crois que c'était un récepteur, mais je me rappelle plus trop, mais ça fait écho avec ce que tu dis. Après, moi je suis pas spécialiste de trisomie 21, mais sur le côté génétique, il y a des généticiens effectivement qui cherchent pourquoi ce gamin-là, il a 3 gènes 21, pourquoi, enfin c'est assez fou. Mais tout existe. Moi, j'ai halluciné quand tu fais un peu les études là-dessus. Tu as des gens qui naissent avec les 2 sexes, avec des chromosomes XY. Enfin, c'est des trucs hallucinants. Ouais, et donc, clair. quand tu vois des gars comme ça, c'est fou. Tu vois, un truc qui hallucine toujours les gens, il y a certaines personnes dans le monde qui sont immunisées contre le sida. D'accord. Leur système, leur organisme, ils sont pas beaucoup, tu vois. Ben, en fait, quand tu mets le sida en contact avec eux, donc le VIH, bah, ils le détruisent, comme si c'était une grippe. Oui. Et du coup, on fait des recherches sur ces mecs-là pour dire, mais pourquoi eux ils peuvent pas l'avoir. Pareil, j'avais vu les mecs qui sont insensibles à la douleur là. Ouais, ça c'est un syndrome, ouais. C'est un syndrome. Ils vivent pas longtemps malheureusement, hein, en général. Bah, en fait, la douleur c'est un truc incroyable hein, pour te permettre de comprendre l'environnement. L'odeur c'est pareil. Le mec qui a pas d'odorat, bah putain, il va bouffer un truc avarié, il va crever quoi. Ouais, non, mais c'est sûr. Et la douleur, les mecs ils disent qu'ils avaient beaucoup de problématiques. Hein. Bah, ils s'assoient sur des trucs qui piquent, ils s'infectent, ils s'en rendent pas compte. Ils se font un panari au pied, ils s'en rendent pas compte. L'ongle incarné, ça rend pas. Enfin, tu vois, la douleur, c'est un truc. Non, c'est vraiment et voilà. Et donc du coup, c'est un peu les avancées de demain. C'est vraiment ça. Là. Les cellules souches pour les dents, c'est vraiment un des éléments sur lesquels les gens travaillent aujourd'hui. Tu vois, un truc, nous, en pratique courante, bon, cellules souches, j'en fais pas parce que personne n'en fait. Sûr. Mais par contre, un truc courant, avant, on dévitalisait les dents. On t'enlevait le nerf, on te mettait une pâte à l'intérieur, et tout. Aujourd'hui, on revitalise des dents. C'est-à-dire que ta dent, elle est nécrosée, tu as fait ton abcès. Et ben, on va te mettre un truc dans la dent, on va faire saigner l'intérieur de ta dent dans la dent, ça va remplir de sang, et ensuite, on va laisser fermer comme ça, et c'est la dent qui va se revasculariser elle-même. C'est-à-dire que le tissu qu'il y a dans la dent, elle va reprendre. Alors, ça marche pas toujours et tout. Oui, bien sûr. Chez un gamin qui est jeune, tu vois, un gamin qui va avoir 16-17 ans, tu peux tenter ça s'appelle une revascularisation, et ça, il y a quelques années, c'était inimaginable. Ah oui, non, mais moi, je pensais que quand elle était dévitalisée, c'était foutu. Ouais, hein. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Mais en fait, quand on a découvert que y a un mec qui s'appelle Stéphane Simon, qui est un endodontiste, un mec qui est spécialisé de dévitalisation, il parle de ça et il te dit on commence à revitaliser des dents. Donc, le regagne en sensibilité et ainsi de suite. Alors, pas forcément en sensibilité, mais par contre, il y a des facteurs qui rentrent à l'intérieur de la dent, qui la vascularisent, qui la nourrissent et qui fassent que ton émail il soit plus un arbre mort dans un champ. Oui, il meurt plus, quoi. Il meurt plus, quoi. Il continue à se. La dent est vivante, ouais. C'est un truc de fou. Et c'est incroyable, cette histoire. Alors, moi, quand j'ai commencé les études, on en parlait en mode de genre, peut-être un jour, tu vois. Et là, aujourd'hui, les avancées de la science, c'est un truc. Donc, ça, on parle des dents, mais un jour, ça sera ça pour un doigt qui. Oui, bien sûr. Oui, parce que c'est à peu près le même principe. Ah oui, bah ça reste du corps humain, quoi. Et la dent, c'est un organe, les gens, ils se rendent pas compte, mais tu te rends compte la dureté de l'émail. Ton corps humain, d'une cellule molle, il produit ça, un truc qui est plus dur que la majorité des structures qu'on oui, bien sûr. Ça paraît dingue, quoi, qu'on arrive à créer ça. Alors que du tissu, bon, c'est du tissu, on en a pas. Enfin, sur le corps, on en a partout. Et la dent, c'est quand même un organe qui est hyper intéressant. Tu en as 32. Donc en plus, tu peux récupérer des cellules souches sur toutes les pulpes dentaires, etc. Et donc, il y a des gens qui se font, quand ils se font enlever les dents de sagesse, ils se font congeler, en Suisse par exemple, leurs dents de sagesse, pour se dire, si jamais un jour, dans 20 ans, on est capable de récupérer ça et de me foutre un nouveau rein grâce à ça. Et on y arrivera. Hein. On y arrivera. Le mec, il dit, moi, j'avais déjà mes dents de sagesse congelées quelque part. C'est incroyable. Et donc, il paye une banque de conservation aux États-Unis, en Suisse. Ouais, c'est assez incroyable. Ouais. Mais franchement, c'est passionnant. Moi, en tout cas, j'adore. Hein. C'est pour ça que j'ai la chance. Je te remercie encore d'intervenir sur la chaîne avec Frédéric aussi, du CERF, je rappelle. Je mettrai l'ancienne vidéo, je vais vous la mettre à la fin de la vidéo, donc la vidéo qu'on a fait la première, parce qu'elles sont complémentaires. Hein. C'est vraiment une série de vidéos. Je mettrai celle de Fred aussi, la dernière. Ouais. Écoute, merci infiniment encore. Avec grand plaisir. Moi, tu sais que ça me fait trop plaisir de parler à des gens plus que ça intéresse et qui peuvent découvrir d'autres domaines. Un petit côté, c'est pas sorcier, tu vois, Jamy. Bien sûr. Mais c'est faudra qu'on fasse un live, un de ces quatre. N'hésitez pas à poser vos questions sous la vidéo. En commentaire, j'essaye de répondre en plus. Là, on les gardera pour la prochaine. Au moins, ça fera comme un Fred, on fera comme une sorte de FAQ. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des problématiques, tout ce qui est traumatologie. Et avec le docteur Bourgeois, il se fera un plaisir de vous répondre. Avec plaisir. Merci encore à tous pour la force. Merci à toi. Avec grand plaisir. Ta disponibilité. Bonne année à tout le monde. Bonne année. Et on se retrouve du coup à dans un mois tous les deux. Allez, dans un mois. Ça marche.